Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission. Cette émission numéro 9 de l'incubateur portera sur l'Afrique et la France. Sur le plateau de l'incubateur pour cette émission ce soir, nous avons Laurie Séoïse Bikuta Loutaya pour l'association QCO de Nantes-la-Jolie. On a Claire Ames. Doit-on la présenter? Je pense qu'elle est suffisamment connue sur les réseaux, mais elle a en charge de présenter l'association Changement Citoyen. On a Marcelin Mouinzeo Ngoyo pour l'association La Maison de la Mémoire de l'Afrique. Bonsoir Marcelin. Et aujourd'hui, nous recevons aussi un habitué, si j'ose dire, Gildas Vira, mais qui aujourd'hui intervient en tant que président de l'association Kama Afrique Vision. C'est important de bien comprendre, séparer les choses, même que ça soit le même combat. Alors, avant de commencer et que nos invités se présentent, j'aimerais poser le cadre de notre échange. Nous ne sommes pas là pour parler de la France-Afrique, trop d'opacité sur les dossiers et les événements. La France-Afrique désigne un ensemble de relations politiques, économiques et culturelles qui unissent la France à plusieurs pays africains, en particulier ceux d'Afrique saharienne, et héritée des liens coloniaux. Aujourd'hui, cette notion souvent utilisée pour décrire des dynamiques complexes et parfois controversées. Aujourd'hui, ce qui nous semble intéressant, c'est plutôt de parler d'une relation entre l'Afrique et la France, qui est complexe et en constante évolution. Aujourd'hui, cette évolution peut être envisagée sous divers angles: économie et commerce, culture et diaspora, coopération politique et diplomatie, environnement et développement durable, éducation et innovation. Ma question est simple. En résumé, l'Afrique-France d'aujourd'hui ne devrait-elle pas être conçue comme une relation dynamique et réciproque, fondée sur le respect mutuel de la coopération et le partage des ressources, des savoirs? Cela nécessite une approche qui prenne en compte les aspirations et les intérêts des deux parties, tout en respectant l'intégrité et la souveraineté des nations africaines. Voilà le cadre de cette émission et on compte sur vous pour que vous puissiez nous éclairer et nous amener des idées. On va commencer par Lauriate, si tu veux commencer, tu te présentes, tu fais un petit peu d'introduction, on passera avec Claire, et puis on suivra avec Marcelin et Gildas, et après notre ami Mokrane ouvrira le débat. Laurie, à toi la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Roger, Mokrane, Claire, Olivier, Marcelin. Je suis Lauriate Séfiz Bikuta Loutaya, entrepreneur culturel et social, fondatrice du festival QCO, et j'ai initié l'Union des femmes artistes du Congo. Je suis montaise, donc j'habite à Mantes-la-Jolie, pas à Nantes. Mantes-la-Jolie. Claire? Oui, je suis Claire M, j'ai 66 ans. Je suis la présidente du parti mouvement politique Changement Citoyen, qui peut être appelé association politique si vous voulez, mais c'est un parti légal, reconnu et qui fonctionne. Alors, il est vrai qu'il m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds parce qu'il sait que c'est mon cheval de bataille, mais ce n'est pas grave. Nous allons parler de ce qu'il faut et de manière à pouvoir avancer enfin sans acrimonie. Marcelin?
Merci pour la parole. Je suis Marcelin Munzeo Ngoyo. Je suis acteur politique, citoyen engagé, homme de culture. Je suis président de l'association Fraternité Plus et fondateur de la Maison de la Mémoire africaine. Très bien. Et ce soir, on reçoit Gildas qui va nous parler de Karma Africa Vision. Ton micro, Gildas. Effectivement, merci de me donner la parole et bonsoir à chacun de vous. Je ne sais pas si j'ai salué tout le monde. En tout cas, je suis ravi d'être là dans un débat un peu particulier pour le coup, avec ce prisme Afrique qui nous tient tous à cœur. Et merci encore d'organiser ce temps qui est précieux pour pouvoir partager sur ce qui nous tient à cœur. Donc, je suis Gildas Vieira. On me connaît comme président de La France Autrement, mais je suis ici au titre donc de président du nouveau think tank depuis un an qui s'intitule Karma Afrique Vision. Voilà. Très bien. Et Rachid, qui aujourd'hui remplace mon ami Max, qui n'est pas là, et qui va m'aider à faire vivre cette émission. Rachid, vite fait, on te connaît parce que tu es déjà venu en tant que, non pas en tant que speaker, si j'ose dire, mais en tant qu'intervenant. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Ben déjà, d'abord, je suis profondément heureux de retrouver d'abord des amis avec qui, j'espère, nous allons vivre une grande aventure humaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un monde où malheureusement la classe politicienne a failli, aujourd'hui il y a une crise de défiance terrible, eh bien il y a une volonté de la société civile de pouvoir faire entendre sa voix. Et parce que aujourd'hui, le monde dans lequel on vit a besoin d'éthique, a besoin de remettre de l'éthique, de la morale et restaurer de la confiance. Et je pense que les acteurs de la société civile ont un très très grand rôle à jouer pour reprendre des relations de coopération, de co-développement avec l'Afrique. Parce que parler d'Afrique, c'est, je pense que mon ami Gildas Vieira en parlera tout à l'heure. On ne peut pas laisser aujourd'hui les États-Unis, la Chine, la Russie prendre pied sans que nous, on ait notre mot à dire. Donc, et j'ai créé avec un certain nombre d'amis, nous avons créé un magazine web, c'est à ce titre que je suis là, qui s'appelle climag.info, CLIMAG.info. Changeons de climat, le climat social, le climat économique, le climat délétère, tous les climats en fait. Changeons de climat avant que le climat nous change. Et donc la volonté, ben, c'est d'additionner nos forces en gardant nos sensibilités, les valeurs auxquelles on croit, mais il y a un fil conducteur, c'est l'éthique, remettre de l'éthique, renouveler les générations de politiques et pour un monde meilleur. Voilà. Alors moi, avant de vraiment d'ouvrir, je reviens sur ce que j'ai entendu, sur le partage que j'ai eu avec vous. Vous avez l'habitude de mettre par écrit ce que vous dites. On le voit bien par rapport aux ouvrages, notamment le dernier ouvrage que a fait Marcelin, voilà, sur mon combat pour l'Afrique. Et c'est quelque chose de réel, on peut lire, on peut comprendre. Et on est habitué avec Gildas de dire les choses, d'écrire les choses, et quand on les a écrites, il est comme moi, je suis comme lui, on fait ce qu'on a écrit et on essaie d'aller jusqu'au bout et de tenir notre parole. À vous. Qui commence? On va laisser notre ami Marcelin peut-être. Allez, Marcelin. Le combat de l'Afrique. Je sens que Marcelin, il veut allumer la mèche. Allez. Merci
Merci de me donner cet honneur de commencer cette belle émission. Je pense que ça manque aujourd'hui des réflexions autour des relations entre l'Afrique et l'Europe. Surtout que nous sommes habitués à être en face des médias qui souvent instrumentalisent l'information, qui souvent disent ce qui les arrange. Et lorsque nous sommes à la portée d'autres canaux de communication tels que vous nous proposez aujourd'hui, Roger, ça permet aujourd'hui de lever l'équivoque sur les relations franches qui devraient exister entre les pays africains et les pays occidentaux. Aujourd'hui, la carte du monde est en train de se redessiner, est en train de se redéfinir. Et l'Afrique subira tant bien que mal les conséquences de cette carte qui se redessine. Nous pourrons aujourd'hui parler entre griffes, entre guillemets, des blocs qui sont en train de se reconstruire, notamment entre les États-Unis, la Russie, les pays du BRICS, les pays de l'Union européenne. Toute cette guerre qui se présente et qui se définit, l'Afrique a bien son mot à dire. Il n'est plus aujourd'hui question de parler de l'avenir du monde sans pour autant mettre en avant le potentiel africain, sans pour autant mettre en avant les ambitions de l'Afrique qui pourraient servir aussi à apporter une pierre à l'édifice sur toutes ces thématiques qui sont développées aux grandes tables des décisions. Ce n'est pas pour rien que, merci de l'avoir souligné, Roger, que j'ai voulu m'inscrire dans cette dynamique au sortir de la conférence organisée par le président Macron en 2021 à Montpellier, où il dit qu'il faut en quelque sorte que les pays africains et les pays occidentaux écrivent ensemble une histoire partagée qui devait être retransmise dans les établissements scolaires et autres. Mais ce n'est pas anodin, dit comme ça, d'un chef d'État, d'une grande puissance, ce n'est pas anodin, c'est avec beaucoup de sens et que j'ai pris en compte cette déclaration qui m'a inspiré à écrire l'ouvrage Mon combat pour l'Afrique, que je vous présente notamment aussi ce soir. Vous aurez l'occasion de trouver sur Internet. Donc, il est intitulé Mon combat pour l'Afrique, plaidoyer pour une véritable fraternité mondiale. Parlons vrai, parlons peu. Oui, excusez-moi, Marcelin, je voudrais intervenir quand on me donnera la parole, pour ne pas oublier. Oui, pour ne pas oublier sur le scolaire, sur ce qu'avait dit Emmanuel Macron. C'est noté, pas de problème. Allez, Marcelin, termine voilà. Et puis Claire rebondira par rapport à ça. Oui. D'accord. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de revoir dans quelle mesure éteindre les rumeurs, ne pas attiser la haine, permettre à ce que les pays africains et les pays occidentaux se mettent sur un chemin de vivre ensemble, conjuguer ensemble. Parce que le plus gros problème entre les pays africains et les pays occidentaux, ce n'est pas de se radicaliser, ce n'est pas de dire que nous n'avons plus besoin des Occidentaux, nous n'avons plus besoin des Africains. Mais c'est par contre voir, au-delà de tous les traumatismes que l'Afrique a eu à subir, que l'Afrique a eu à vivre selon les partages des frontières et tout ce qui va avec, il n'est pas question aujourd'hui de ressasser cette histoire peut-être traumatisante, mais il est plutôt question de voir quel est cet élan de fraternité que nous pourrons développer. Voilà. Comment est-ce que l'Afrique et l'Occident, pourquoi pas l'Amérique et autres, pourraient y avoir ce chemin de vivre ensemble, conjuguer un partenariat gagnant-gagnant entre les individus, entre les nations. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, j'introduis déjà comme ça, et ça permettra peut-être que certains de mes amis aussi interviennent. Merci. Oui, j'aimerais rebondir, effectivement, avant qu'on oublie et qu'on avance, de toute façon. Oui. Merci beaucoup, Marcelin, d'avoir fait déjà ce résumé qui nous recadre bien dans ce que nous avons à dire. Ma remarque est que
quand tu dis, on va se tutoyer, hein, quand tu dis que l'Afrique va subir, mais justement, c'est l'occasion de ne pas subir et de participer, parce que c'est l'occasion de prendre pleinement sa place dans le concert mondial. Il ne s'agit plus d'attendre, il s'agit de, vu ce qui se passe, vu les blocs qui se mettent en place, quel que soit le niveau, que ce soit le niveau politique, que ce soit le niveau économique, que ce soit le niveau social, il faut qu'on prenne pleinement notre place. Il faut que l'Afrique prenne pleinement sa place dans le concert des nations. Mais pour cela, encore faut-il que les partenaires habituels, les partenaires ancestraux, si on va dire, les habituels partenaires avec lesquels nous avons cheminé jusqu'aujourd'hui, permettent à cette Afrique de s'exprimer. Et c'est là où j'en viens à ce que tu as dit à propos de notre président bien-aimé. Il a dit des choses, mais j'ai été en marche. Nous l'avions surnommé en même temps. C'est l'homme qui dit quelque chose et qui dit le contraire dans les heures qui suivent. C'est-à-dire que, mais ne lui reprochons pas, c'est dans sa nature. Mais nous, en tant qu'afro-descendants français, citoyens français, mais aussi citoyens de l'Afrique, enfants de l'Afrique, nous sommes ici pour faire le pont et lui dire ce que nous ressentons en tant que citoyens ici. Parce que quand tu parles, moi, ce que j'ai cru comprendre, quand tu dis subir, c'est parce que tu reconnais quelque part que les décisions qui sont prises ici affectent directement le continent. Donc, nous sommes le pont entre lui et nos frères de l'autre côté pour lui dire ça nous convient, ça ne nous convient pas. Ayons des relations de respect mutuel, d'équité, d'envie de travailler ensemble et d'avancer ensemble. C'est ça le problème que nous avons. Le problème n'est pas que les gens ne savent pas, et encore, quand je dis nous avons, il faut dire les choses clairement, ce sont les élites françaises qui ont un problème. Parce que le peuple français ne sait que ce qu'on veut bien lui dire. Les élites africaines savent beaucoup plus, parce qu'elles ont souffert. Mais elles n'entendent aussi que ce qu'on veut bien lui dire. Il faut donc nous, les afro-descendants en France, qui œuvrons dans le social, dans l'art, dans la politique comme moi, nous sommes là pour dire aux élites françaises qui dirigent et qui prennent des décisions qui impactent directement la vie de l'autre côté de la Méditerranée, c'est à nous de dire les choses et de faire en sorte que les promesses que l'on peut faire comme ça dans la joie d'une réunion se concrétisent dans le fait, par des lois, par d'une manière de fonctionner. Parce que Marcelin, nous sommes tous des parents ici. Nous sommes tous des mères de famille, des pères de famille. Nous aimons nos enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Que ce soit ici en France ou que ce soit en Afrique. Il faut absolument, parce que nous sommes dans une impasse, mais une impasse qui peut être contrôlée. Nous pouvons changer les choses. Nous sommes là pour ça. Et je pense que nous avons tous ici la volonté que ça change parce que nous n'allons pas... Bon, toi, tu dis ressasser. Moi, je ne dis pas ressasser. Ce que je dis, c'est que c'est un vieil oncle qui me disait ça. Tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne t'a pas demandé pardon. On ne dit pas d'attaquer ou d'avoir une acrimonie spéciale, mais encore faut-il qu'on soit deux à vouloir danser le tango, deux à vouloir apaiser les situations, deux à vouloir travailler ensemble. Et là, nous sommes le tampon, nous qui sommes ici, qui vivons ici, qui savons comment ça se passe, et qui sommes là pour expliquer de part et d'autre les enjeux de façon à faciliter la compréhension, à faciliter la connaissance des uns et des autres, à faciliter le lien pour qu'on continue ensemble, parce que nous sommes condamnés à continuer ensemble, ayant des enfants ici, ayant des enfants là-bas, des conjoints ici, des conjoints là-bas, oui. Je vous laisse. Merci beaucoup, Claire. Je pense que vous pourrez
vous pourrez revenir sur ce que vous dites et j'aimerais que peut-être notre ami Gildas nous donne une dimension de tous les enjeux, enfin, d'une manière globale, tous les enjeux. Je pense qu'il y a une volonté d'apaisement parce que, comme l'a dit notre ami Roger, il y a une volonté d'apaiser les relations, de ne pas parler de repentance, mais de se dire aujourd'hui avec les nouvelles générations qui ne peuvent pas porter le poids de celles qui nous ont précédés, comment aujourd'hui, comme l'a dit si bien notre ami Marcelin, cette volonté de construire ensemble, sachant qu'aujourd'hui, il y a des défis, il y a des enjeux, il y a des blocs qui sont à l'œuvre, il y a des choses qui ne sont pas dites, et j'aimerais avoir le regard de notre ami Gildas, qui, à mon avis, va nous apporter quelques éclairages. Oui, merci à toi. Je reprends le livre qu'on a écrit également et j'apprécie Marcelin qui travaille à travers les écrits. Comme on dit, les écrits restent. Hein. On sait ce que les paroles deviennent. Et on a parlé de M. Macron et de ses paroles et on voit bien l'ambiguïté qu'on peut avoir. En tout cas, dans les écrits, ça permet d'avoir un attenant et de pouvoir naviguer dans notre société et de se dire qu'on est crédible parce que lorsqu'on dit quelque chose, on l'a écrit et on peut nous juger par rapport à ça. Dans ce livre, on donne quelques définitions. Je vais vous en lire deux qui nous concernent. Simplement la définition ou l'étymologie de la diaspora. Donc il s'agit pas d'une nouvelle qui existe depuis des siècles. Le terme diaspora vient du grec spiro, qui veut dire je sème. Il désigne les populations éloignées de leur pays qui entretiennent entre elles des liens affectifs, culturels, économiques et politiques par-delà les frontières. Donc ça nous concerne aujourd'hui et c'est toujours bon de revenir à l'étymologie parce que la diaspora qu'on a invitée aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir semer. Et la diaspora sème, c'est assez intéressant parce que nous qui sommes éloignés des pays d'origine, on est là aujourd'hui pour pouvoir semer et pour peut-être construire. Et construire vers quoi à mon avis, dans ce que j'ai entendu de Marcelin et de ce qu'il a dit, plutôt d'un panafricanisme modéré. Or, lorsqu'on parle de panafricanisme, c'est plutôt un mouvement politique et philosophique qui vise à promouvoir la solidarité, il l'a bien dit encore, et l'unité entre les peuples, mais notamment les peuples africains, ainsi que la reconnaissance et la protection de leur identité culturelle, etc. etc. Et on voit bien qu'on est dans cette bienséance aujourd'hui. Mais ce qui est difficile, Roger, dans ce que tu nous proposes, c'est de pouvoir parler de la France, de pouvoir parler de l'Afrique. Je dis bien qu'il y a une vraie différence, on parle d'un pays et d'un continent, sans parler d'une relation France-Afrique, qu'on a appelée France-Afrique, et qui a été forcément le creuset de ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est difficile de pouvoir ne pas faire le lien de ce qui a construit une cinquantaine d'années aujourd'hui après la colonisation pour pouvoir peut-être aboutir à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui parce qu'on n'invente pas grand-chose en fait. On a beaucoup écrit, on est en train de se dire beaucoup de choses, mais le mouvement de libération d'un certain panafricanisme est en route. Aujourd'hui, lorsqu'on voit que les militaires, aussi bien au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc., sont en train de revenir en France. Quand on a ce mouvement russe, on a parlé d'un côté un peu plus transversal et international, qui est en train de faire le nid un peu plus de l'Afrique, que la Chine est en train de mettre aussi sa patte sur l'Afrique, et je ne parle pas des États-Unis. On voit bien que ce poids France-Afrique est en train de se délier, et tant mieux parce qu'il y a autre chose qui est en train de se construire aujourd'hui. Mais pour ce qui nous concerne, nous, ici en France, ce qui nous intéresse, c'est aussi nos élites. Est-ce que Macron a véritablement envie, et là, il faut se dire les choses clairement, de pouvoir lâcher complètement cette Afrique, en tout cas la partie africaine qui était sous l'égide de la France néocolonialiste, ou alors on est encore dans quelque chose de l'ordre de on ne peut pas vivre sans cette partie, notamment du franc CFA, parce que simplement le sous-sol français ne lui permet pas de vivre sans le sous-sol africain
parce qu'on n'a pas de matière première ici à extraire. Donc ça peut se comprendre aussi. Donc simplement vivre dans l'angélisme en se disant oui, on veut la liberté pour tout le monde, on veut que les relations soient meilleures, on ne veut que les présidents africains ne soient plus sous l'égide de la France, on veut plus, etc. Pour moi, c'est être dans le monde des bisounours. Les relations internationales sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, je ne vais pas être très lent. Juste vous dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les vies, notamment, et voir les enfants africains en train de mourir en Méditerranée, c'est juste beaucoup. C'est plus possible. Et à côté, voir qu'on parle d'immigration en France sans prendre en compte cette donnée-là, c'est juste plus possible. Et donc, les solutions existent. Les solutions sont plutôt claires. Et je pense qu'on les partage pour beaucoup. C'est de pouvoir mieux travailler avec les pays d'origine. Donc, nous sommes ici, issus d'immigration. Mais quid de comment est-ce que la France travaille avec les différents pays d'Afrique d'origine? On voit bien la relation notamment avec l'Algérie qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a les Afriques, il n'y a pas juste l'Afrique. Donc il y a un vrai débat autour de ça aussi. Il y a la question du franc CFA, on ne peut pas y échapper. Tant qu'on ne sort pas de cette monnaie qui est battue en France, on ne pourra pas séparer cette question de la France et de ces pays du franc CFA africain. Donc il y a une vraie liberté économique également à acquérir. Et on sait bien que la plupart de nos guerres et la plupart de nos difficultés sont souvent issues du volet économique. Et puis il y a la question de l'endettement. La France, très endettée, mais des pays africains qui sont aussi endettés via le lien avec la France. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc il va falloir remettre tout ça à plat pour pouvoir reconstruire quelque chose de sain. Et donc, c'est pas si simple que ça. Mais c'est ce qui alimente nos discussions et tant mieux. Super. On va laisser la parole à Lauraït qui, alors, n'y voit pas, je suis un petit peu taquin, mais comme tu as créé un super festival du rire, par rapport à ces paroles qui sont justes, hein, qui sont réelles, qu'il faut prendre en conscience, j'espère qu'avec toi, on va avoir un refrain un peu plus mélodieux et un peu plus de sourire plutôt que d'être dans l'amère réalité. Tu veux bien prendre la parole? Et après, moi, j'interviendrai sur ce que vous avez dit tous les trois. Après Lauritte, je vais vous dire une petite synthèse qui me plaît et qui, je pense, vous plaira. À toi, Lauritte. Ouais, donc, pour revenir à tout ce que les amis ont dit, et tu as parlé du festival que j'organise, je vais rappeler aujourd'hui que ce festival est né à la suite de la guerre qui s'est déroulée au Congo en 97. Et là, on revient encore sur la relation France et le Congo parce qu'il n'y a jamais qui se fait en Afrique sans que la France ait son mot à dire. Et je me rappelle encore, c'est maintenant que je comprends beaucoup de choses. Chaque fois qu'il se passait un mouvement dans le pays, dans la rue, on disait « la France a dit quoi ?» Qu'est-ce que la France a dit? C'est maintenant que je comprends que la France avait un grand pouvoir sur mon pays d'origine et sur l'Afrique. Donc, ce festival, il est né à la suite donc de la guerre. C'était pour moi une façon de penser ces plaies-là, de penser cette plaie qui avait été causée par la guerre, quelque chose que je n'avais pas demandé, que personne n'avait demandé d'ailleurs. C'est parce que c'est nous, après, qui subissons tout ce que les politiciens font entre eux. Et on n'a jamais donné ce pouvoir-là à quelqu'un, mais à la fin, on vient nous dire que c'est pour le peuple, c'est parce que le peuple, voilà, le peuple que nous sommes, qui n'avons pas de parole. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous de faire partie de la société civile, de pouvoir dire des choses qu'on ne pouvait pas dire hier. Aujourd'hui, c'est une chance, encore en plus avec les réseaux sociaux, comme a dit Marcelin tout à l'heure. Il y a des médias qui ne parlent pas des choses que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Grâce à des émissions comme la vôtre, aujourd'hui, on peut s'exprimer. Donc, la relation France-Afrique ou encore France
avec notre pays, en fait tous les pays d'Afrique, disons ça comme ça, avec les pays colonisés surtout par la France, c'est pas une relation qu'on peut voir comme hier. Aujourd'hui, cette relation est en train de changer et je pense que il faut aller de bons pas, reprendre les choses, peut-être voir là où ça n'a pas marché, essayer de conjuguer le verbe, c'est pas semer ensemble, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ceux qui subissent, qui continuent à subir et ceux qui sont là pour avoir la chicote. Et parce qu'aujourd'hui, en vivant en France, je vois moi personnellement comment la France est en train d'être est en train de partir en déclin aussi. Et je pense que quelque part, c'est parce qu'on ne s'écoute pas, ou la France n'écoute pas ses anciennes colonies. Parce que je me suis toujours dit, en Europe, un pays comme la France, c'est le pays le plus chanceux, avec toutes les colonies qu'elle a en Afrique. Elle aurait pu faire mieux. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment on peut dire, les jeunes sont en train d'arriver au pouvoir. Ce n'est plus les mêmes personnes qui étaient là, qui ont collaboré hier avec les anciens aussi de la France. Donc, il faudrait revoir ces relations-là. Oui, oui, oui. J'aimerais vraiment rebondir. Merci beaucoup, lauréate. Vous avez touché, tu as touché le truc. La France avait tout, en fait. Si la France avait été mieux, si l'élite française en place, qui prenait des décisions, avait été mieux conseillée, la France, à mon avis, serait le rival direct des États-Unis ou de la Russie. Mais il se trouve que des personnes se sont cantonnées dans une colonisation à outrance qui a mené à parce que les crimes accumulés ont fait en sorte qu'une révolte, une révolte sourde est devenue une tempête. Or, là où nous sommes aujourd'hui, ce que nous faisons tous les jours, les uns et les autres, c'est quand même de demander aux élites qui commandent ici de mettre de l'eau dans leur vin. Je me souviens, en 2020, je leur ai dit, il faut accepter de perdre un peu pour ne pas tout perdre. Mais non, on n'écoute pas. Alors que les choses pouvaient encore se faire, on pouvait négocier. Le peuple africain n'est pas un peuple revanchard. Nous avons toujours été très accueillants et très résilients. Il suffit de dire, OK, j'ai mal agi, je le reconnais. Comme on dit, on remet les choses à zéro. Comment on fait? Et je peux vous assurer que si, en 2020, le gouvernement français avait pris cette option-là, il ne serait pas menacé par tous les fauves d'à côté. Parce que ce que la France, l'élite française a oublié, c'est que ce qu'elle a fait, les autres avaient envie. Les autres avaient envie de ce que la France avait, parce que la France a entre les mains une puissance incroyable. Si la France avait été humaine avec ses colonies, ses ex-colonies auraient continué à travailler en priorité avec elle, et c'est la France qui serait en ce moment en position de force pour distribuer de l'uranium, de ceci, de cela, aux autres Européens. Mais maintenant que l'affaire est gâtée, comme on dit en Afrique, au lieu que les autres regardent, non, ils se précipitent pour prendre la place de la France. Et les Américains qui ont toujours été pour l'Amérique, il ne faut pas se tromper. La Russie qui a toujours été pour la Russie, il ne faut pas se tromper. Tout cela profite du fait que des personnes ont pris de mauvaises décisions et ont préféré garder des peuples en esclavage plutôt que de leur rendre un minimum de dignité. Et c'est ce que la France est en train de payer aujourd'hui. Mais bon, c'est un constat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper éventuellement, parce que là, on est très loin là, tout le monde est réveillé en Afrique, tout le monde est réveillé, et
évidemment, les négociations se font âprement. Je ne parlais que de l'uranium. L'autre fois, on a dit, oh, il y a eu ceci, on s'en fout. Là, J'ai fini. Mais derrière la France, qui vendait l'uranium à toute l'Europe, aujourd'hui, les copains européens traitent directement avec les vendeurs d'uranium. Claire, je pense que Gildas, je pense que notre ami Gildas nous a orientés. Je vais laisser la parole à Roger et je le reprendrai juste après. Oui, mais attends, nous sommes. Non, mais par rapport à ce que tu disais, Claire. Non, voilà, on rentrait dans les détails de l'uranium. L'uranium était un exemple. Oui, mais je comprends bien. Il a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas séparer. Vous ne pouvez pas séparer la situation actuelle de la France. Vous ne pouvez pas. Quand on va de la France-Afrique, on va régler le problème franco-africain. C'est obligé. Je vous laisse la parole. Claire. La France-Afrique et le problème de la France-Afrique, c'est à la justice de le régler. Non. Moi, il y a même pas de justice. C'est une volonté politique. Moi, j'ai compris, Claire, je voudrais, Roger, si tu me permets, les consciences sont imprimées. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont plus dans ce rapport-là. Il y a un sentiment de révolte légitime lié au contentieux et à tout ce qui s'est passé. Maintenant, aujourd'hui, il y a une logique de rééquilibrage. Aujourd'hui, la France, elle n'a pas perdu du terrain. Elle est en train d'être mise complètement out et dehors. Est-ce que nous pouvons contribuer de notre part? C'est un petit peu ce qu'on dit avec Roger. Et je crois que Gildas a une volonté de créer des ponts, des passerelles et faire en sorte que ces mouvements de la société civile qui sont capables d'avoir une puissance d'influence pour changer l'ordre des choses, pour imposer un nouveau paradigme. Il faut sortir du rapport de paternalisme et de colonialisme qui a prévalu pour essayer de voir comment la France peut essayer de tirer les barons du feu en se posant la question, est-ce que c'est pas déjà trop tard? Et donc, moi j'entends ce que vous dites, Claire. Nous sommes à la fois les enfants de la France, nous sommes les enfants de l'Afrique, et je suis en même temps enfant de l'Afrique et du Maghreb, et je sais les enjeux et les défis qui sont à l'œuvre, sachant qu'en plus, et là peut-être que, je ne sais pas, notre ami Marcelin, Gildas pourrait nous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que la Chine investit énormément sur le plan économique, sur le plan diplomatique et sur le plan politique, sachant qu'elle ne le fait pas de gaieté de cœur pour le bonheur de l'Afrique. Et la Russie, elle, aujourd'hui, elle est dans une logique où elle a des accords militaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui va s'implanter. Comment nous, aujourd'hui, nous qui sommes aussi les enfants de la France, comment nous pouvons essayer de bâtir une nouvelle forme de relation, de coopération et de co-développement? Alors, je vais faire juste ce que je voulais vous dire parce que ça me paraît important. J'ai entendu, moi, il n'écoute pas. J'ai entendu, hein, il n'écoute pas et on est tous d'accord. On a parlé d'élite. Moi, je serais plus modéré. Je dirais une certaine élite. Et je ferai simplement remarquer à tout le monde, c'est que la France des Lumières, qui est allée colonialiser l'Afrique, c'est pas la France qui l'a colonialisée, c'est une certaine élite de la France qui est allée en Afrique pour faire la même chose en Afrique qu'ils faisaient en France. Et où je suis d'accord avec vous et je suis à l'unisson avec vous, et ce que tu as dit tout à l'heure, ne pas subir, mais participer
Aujourd'hui, la révolte, elle est chez nous. La majorité des citoyens français sont dans la même situation que vous au regard de la France et de l'Afrique. C'est-à-dire que les citoyens africains qui habitent en France, mais les citoyens français se rendent compte qu'ils ne sont pas écoutés, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas participer à la vie et qu'ils subissent. Et on est tous là, dans le même bateau. Et pour terminer, je dirais qu'une seule chose, la diaspora, c'est pour semer ce qu'a dit mon ami Gildas. Et moi, excusez-moi, je suis un petit peu poète, un petit peu troubadour. Moi, quand j'entends la diaspora sème, ça veut dire que j'espère que l'espoir qu'on a tous ensemble, c'est de partager un amour universel, oui, dans l'intérêt de nos enfants et de nos populations. Et c'est pour ça que je suis là, pour trouver le compromis et dire, parce que, écoutez-moi, est-ce que Poutine écoute son peuple? Je ne crois pas. Est-ce que Trump écoute son peuple? Je ne crois pas. Est-ce que les Chinois écoutent leur peuple? Je ne crois pas. Et je crois que tous les peuples du monde sont dans cette situation où tous les peuples, tous les humains subissent. Et aujourd'hui, on ne veut pas subir, on ne veut pas faire de révolution, on veut simplement pouvoir participer, avoir le droit de participer et entendre ce ruissellement. Alors eux, comme ils sont sourds, ils pensent qu'il y a un ruissellement, il n'y en a pas. Et je crois que c'est le point, le dénominateur commun que nous avons tous. Et c'est sur ce champ d'action où on peut s'entendre et aller de l'avant. Oui, mais excuse-moi, Roger, tout ce que tu dis est bien. Mais je te dis, mais tu sais, c'est là où la langue française est extraordinaire. C'est-à-dire que nous pouvons parler, dire des choses, de très belles choses. Mais quand ça ne reflète pas un acte, un fait, ça reste que des mots. Ce que tu dis est très bien. Ah non, mais ce que tu dis est très bien. Ce qu'il y a, ce que nous voulons tous ici, c'est savoir comment nous pouvons faire concrètement pour avancer. Pourquoi? Parce que s'il te plaît, parce que nous sommes dans une impasse et que il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a une volonté politique qui ne veut pas laisser certains pays s'émanciper. Et quand je parle de cette volonté politique, ça se vérifie même ici en France. Je donne un exemple et puis je me tais. Quand vous voyez comment est-ce que les minorités, les Arabes et les Noirs sont traités ici, franchement, bien que français, bien que travaillant, souvent français, bien que travaillant ici, donc payant des impôts, donc participant à la vie de la cité, donc participant à la vie sociale, à la vie politique et tout, où est la place de ces personnes-là? La France même doit comprendre, parce que ce qui se passe ici est le déclencheur de ce qu'on reproduit ailleurs. Quand ici, en France, on a des populations qu'on estime être inférieures et qu'on traite en inférieur, à qui on donne le boulot que les Blancs, on va dire les choses, que les Blancs ne font pas, qui sont mal payés, mieux payés que les Blancs, à qui on réserve un certain nombre de choses, un certain nombre de travail, à qui on ne donne pas l'opportunité d'accéder à la couche supérieure de la société. C'est cet esprit-là qui a été implémenté en Afrique avec le... Non mais c'est la vérité, nous le vivons tous les jours. Nous sommes là. Non, Roger, nous sommes là. Je voudrais, si vous me permettez, Claire, Roger, si vous me permettez, je vais poser une question. Et moi, j'ai entendu Claire. Et je comprends l'expression. Elle exprime ce que, malheureusement, des millions de citoyens ressentent un peu. Mais je pense que nous avons une responsabilité. Nous qui sommes des acteurs de la société civile. Aujourd'hui, il y a une trentaine de mouvements qui se sont réunis. Moi, je vais vous dire une chose. Nous sommes la France réelle. Moi, ces mots diversité, ça ne m'intéresse pas. Moi, je me vis comme un citoyen français.
Le sang de la France coule dans mes veines, madame. Maintenant, je ne suis pas naïf. Tu peux m'appeler Claire. Claire, je ne suis pas naïf et je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, désigner, stigmatiser, diaboliser des populations, ça produit de la maladie, ça produit de la souffrance. Et avec Roger, nous avons décidé, avec d'autres amis, comme Gilles Las, un certain nombre d'acteurs qui ont leur identité, de nous rassembler, réfléchir ensemble pour se donner ce pouvoir d'agir et ce pouvoir d'influence, pour changer les choses. Et je vais dire une chose, la France des Lumières, elle est majoritaire, mais celle qui gouverne, c'est la petite minorité de la France des ténèbres. Et cette France des ténèbres, aujourd'hui, elle a peur, parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de révolte. Et nous devons nous révolter par le vote, madame. Et je vous dis bravo, et je dis bravo, Claire, d'avoir monté ce parti. D'ailleurs, je me demande si on ne doit pas additionner encore et nous retrouver pour élargir notre champ et nous donner ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'influence. Moi, je voudrais poser une question. Peut-être encore, je vais embêter mon ami Gilles Las, excusez-moi Marcelin, mais Marcelin, Gilles Las ou Claire, je voudrais vous poser une question. Ces géants de l'humanité, qui étaient Confucius, Aristote, tous disaient éthique et politique ne font pas bon ménage. Et on sait que ce n'est pas l'éthique et la morale qui gouvernent le monde. Mais est-ce que aujourd'hui, si on veut sauver ce monde dans lequel nous sommes, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de remettre l'éthique de la responsabilité? L'éthique de la responsabilité d'un très grand philosophe qui disait que c'était de prendre sur soi le destin d'autrui. Vous croyez qu'à 21h, 22h, on n'a pas autre chose à faire que de nous retrouver à nous exprimer sur toutes ces souffrances, sur tout ce qui s'est passé? C'est vrai, on n'est pas naïf, on n'est pas dupe. D'ailleurs, Gilles Las l'a dit. Il n'y a pas de bisounours. Les gens, ils ont une conscience. Mais si nous voulons nous adresser à la conscience universelle, moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas l'éthique qui devrait gouverner le monde, alors qu'aujourd'hui, c'est la force des méchants? Est-ce que vous croyez que Poutine, Trump, Berlusconi, les Kadhafi, paix à leurs âmes, tous autant qu'ils sont, parce qu'on a encore, nous, des convictions et des valeurs spirituelles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se lever, créer les conditions pour changer et renverser la table? On a la possibilité de le faire. Malheureusement, regardez, 60% d'abstention. Ben, les individus, ils ont leur esprit critique, ils ont une part de responsabilité. Et nous avons une responsabilité. C'est plus d'éveiller les consciences, c'est de nous lever pour avancer ensemble. Et donc, je poserai la question sur la notion de est-ce qu'il ne faut pas remettre l'éthique, puisque vous avez créé un think tank? Est-ce que ce n'est pas l'éthique qu'il faut remettre au cas? Merci, Gilles Las. L'éthique, on en est conscient et c'est ce qu'on veut faire. Sauf que, comme je dis, il faut une synergie. Claire, la parole à Gilles Las, s'il te plaît. La parole à Gilles Las. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. La première des éthiques, c'est qu'on fasse l'effort de... On te connaît. Il n'y a pas de souci, Claire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'animosité. C'est ta personnalité. Non. Il n'y a pas de... Alors écoutez, il est 49. Vous voyez, ça passe très très vite. Gilles Las va faire son intervention. J'aimerais qu'après Gilles Las, s'il vous plaît, que Laurie, elle nous en parle un peu plus, qu'elle fasse une petite synthèse. D'accord? Après, on passe par Claire pour aller... Au revoir, gentiment. Et on sera à la fin de l'émission. Allez, à toi. Tu as bien 4-5 minutes, Gilles Las. Merci. Merci aussi à Claire parce qu'avec le cœur, elle dit des choses vraies. Maintenant, c'est vrai que nous, on a cette espèce de modération parce que on sait, mais elle aussi, hein, certainement, la complexité de ce qu'on est en train de faire et on est en train de vivre. On vit dans un pays qui est le nôtre en France et on a des origines qui sont les nôtres, puisque moi, par exemple, j'ai la double nationalité et donc j'ai le cœur en Afrique et j'ai le cœur évidemment en France. Si je me suis présenté aux élections présidentielles,
c'est pas complètement pour rien, c'est parce que je pense que les deux sont liés et que on peut apporter beaucoup plus en ayant cette compréhension du monde et de ces deux continents. Mais avant d'avancer encore un peu plus loin, je vais juste remettre des précisions qui sont importantes pour peut-être des gens qui nous écoutent. Lorsqu'on parle du lien du Congo avec la France, c'est le Congo plutôt Brazzaville, puisque c'est le pays qui a été colonisé par la France et pas l'autre Congo, le Congo Kinshasa, qui était colonisé par la Belgique. On a 14 pays d'Afrique subsaharienne qui ont été colonisés par la France. Il y a une cinquantaine de pays en Afrique. Donc, c'est pas non plus la majorité. C'est pour ça que c'est faux de parler de la France-Afrique, parce que on mélange tout. C'est pas tous les pays non plus. Là, je parle de l'Afrique subsaharienne, mais il y a aussi le Maghreb, évidemment, puisqu'on parle des Afriques. Et le Maghreb est bien en Afrique, notamment avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, entre autres, qu'on retrouve en termes d'immigration assez nombreux en France. Et donc, tout ça mélangé, on est en train de parler des jeunes Africains aujourd'hui, j'y reviens, qui sont en train de mourir en Méditerranée parce qu'ils veulent fuir ce continent. Un continent qui est un continent d'avenir, avec un sol riche, et un continent où une population qui est aujourd'hui à 1,4 milliard d'habitants va doubler dans les années 50, 2050 plutôt, et qui risque d'aller à 2,8. Un vrai marché pour le monde entier. Donc c'est pas pour rien que tous ces pays sont en train de venir dans ce continent. Un continent qui se réveille parce qu'il a compris toutes ses affaires et ses liens avec les différents partenaires, et les jeunes à qui on ne peut plus rien apprendre. Et donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Une France qui est en difficulté avec plus de 3 milliards de déficit et qui en continue à creuser son déficit avec les 3 000. Oui, 3 000 milliards, pardon, 3 200 d'ailleurs milliards. Et qu'on va creuser encore ce déficit avec les efforts qu'on nous demande et ces problèmes d'énergie et ces guerres vers lesquelles on veut d'aller. Donc un pays qui aura besoin encore plus grandement de l'Afrique et de ce continent demain. Donc mesurons-le. Donc nous, de la diaspora et français que nous sommes en même temps ici, on a besoin de semer et d'être ce trait d'union et de pouvoir être dans la proposition plus que dans la revendication, la plainte et le mouroir finalement. Et donc nous sommes peut-être le trait d'union sur lesquels la France doit s'appuyer aujourd'hui. Moi j'y crois. Je pense que lorsque nos politiques, et nous-mêmes si on fait de la politique, c'est pour ça, on aura compris que ces personnes que nous sommes là, que tu as invité Roger, que ce soit Rachid, que ce soit Claire, etc. Si on est là et si on se bat, c'est parce qu'on voit bien, d'ailleurs, le paysage français nous le montre, avec de plus en plus de métissage, avec une immigration, pas de la première génération, mais un véritable mélange qui est en train de se faire en France et qui fait que les voix, les sans-voix, ce qu'on appelle des sans-voix, sont aujourd'hui de plus en plus écoutées. Et d'ailleurs, LFI en fait son nid électoral aujourd'hui dans sa manière de se positionner. C'est pas pour rien. Donc il y a un vrai changement en France qui est en train de s'opérer. Et lorsqu'on a conscience de ça, eh bien, on voit que tout est en marche. En Afrique, il y a cette révolution en marche de la jeunesse qui a compris. Et en France, il y a cette transformation de ce paysage. Et s'il n'y a pas des traits d'union qui sont en capacité de prôner ce vivre ensemble et de mieux travailler sur la relation économique sur ces deux continents, eh ben on risque d'aller droit dans le mur et de continuer à semer les confrontations qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, il va falloir qu'il y ait demain des élites, que nous serons peut-être, ou nos enfants, qui puissent faire ce trait d'union et qui puissent mieux s'aimer en prenant en compte toute cette logique-là. C'est pour ça que, juste pour terminer mes propos, je reviens sur les 2-3 propositions que je fais, parce qu'il faut des propositions. Il y a la sortie du franc CFA qui est primordiale pour pouvoir mieux travailler cette relation économique et que ce ne soit pas une relation économique de dépendance, c'est central. Et la relation économique crée une décomplexisation de la relation politique, ça veut dire qu'on ne va plus poser des chefs d'État de l'autre côté, et donc il y aura une relation gagnant-gagnant qui risque de s'opérer avec des contrats ou des conventions à revoir forcément, qui ont été signés en période de colonisation. Et c'est d'ailleurs la discussion qu'on a avec l'Algérie aujourd'hui même,
Et toutes ces questions-là sont à remettre autour de la table. Et si on ne comprend pas que plutôt, je termine par ça, plutôt que de laisser des jeunes mourir en Méditerranée, il faut mieux travailler avec les pays d'origine pour que ceux qui peuvent construire, faire des projets sur place puissent le faire et vivre dans d'autres conditions, eh bien on va se retrouver avec les difficultés qu'on est en train de vivre aujourd'hui de toute façon en France. Donc pour moi, c'est deux, trois propositions de base, mais qui sont centrales pour pouvoir mieux gérer les relations entre la France et certains pays de ce continent pour pouvoir justement vivre en paix. Mais pour ça, il faut pouvoir connaître un petit peu les idées qu'ont les uns et les autres et puis les relations que les uns et les autres entretiennent, mais y aller pacifiquement parce qu'on est dans des périodes de troubles et rajouter du trouble au trouble, eh bien, c'est aller au conflit et malheureusement, ça ne nous arrange pas en ce moment. Raït, à toi. Ouais, et je n'ai pas grand-chose à ajouter, hein, parce que... Un petit mot de synthèse. Julias, Claire et Marcelin ont mieux parlé, ils ont mieux dit les choses que moi, mais moi, je voudrais juste demander à la France de réécrire son histoire avec l'Afrique et laisser la diaspora l'aider, l'accompagner, parce que nous avons un pied là-bas, nous avons un pied ici, nous aimons bien nos deux pays. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas la France, on aime beaucoup la France. On aime aussi nos pays d'origine. Ce qu'on aimerait, c'est vivre ensemble, continuer, poursuivre cette belle relation que nous avons depuis toujours, sans se laisser taper, mais dans un respect réciproque. Marcelin? Merci Roger. Moi, je n'aimerais pas rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Je pense que ça a été très enrichissant. Mais il faut surtout retenir une chose. C'est que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, notamment cet éveil de conscience, notamment cette révolution, entre guillemets, a été déjà annoncée depuis les années 1960 par les pères de l'Afrique. Voilà. Le premier sommet de l'Union africaine, le 24 mai 1963, si je ne me trompe pas, le président Kwame Nkrumah et tous ces pères de l'indépendance avaient déjà balisé cette voie, notamment présenter l'indépendance des pays africains qui devraient se déconnecter de l'héritage colonial. C'est sur ce je voudrais appuyer Gildas lorsqu'il parlait des indépendances monétaires. Il y a eu plusieurs choses qui ont été énumérées à cette époque-là. L'indépendance monétaire, l'électrification des pays africains, les zones de libre-échange et tout ce qui va avec. Voilà. Donc ça, c'était déjà un processus qui a été amorcé. Parce que même aujourd'hui, pour évoquer par exemple le cas de IBK, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, mais il est sur les pas des pères de l'indépendance du Faso. On ne peut pas aujourd'hui voir un pays africain qui a été déstabilisé sans pourtant voir à côté un individu africain qui trahit son compatriote africain. Il y a toutes ces réalités-là qu'il faut voir. Donc, nous sommes dans un processus de développement, voir évidemment comment apporter cette expertise occidentale vers les pays africains et pourquoi pas bénéficier aussi de l'expertise africaine vers les pays occidentaux. Ça, il faudrait voir cette balance, notamment pousser les Africains à ne plus être complexés des pays occidentaux et pousser les pays occidentaux à voir les pays africains comme des partenaires et non comme des pays qu'il faut toujours dominer, il faut toujours définir. Et c'est là le problème. C'est là le problème parce qu'avec cette manière de faire les choses, cette manière de voir les choses, nous ne pourrons pas avancer. Merci Claire de me rappeler que j'ai peut-être mal utilisé mon terme lorsque j'ai parlé de subir, mais je voulais plutôt dire l'intention du président Macron à évoquer ce point. Moi, c'est l'intention qui compte. Même s'il a dit avec beaucoup de naïveté, mais les esprits éclairés reprennent ça et peuvent s'en servir pour dire, tiens, il y a quelque chose qui peut être fait, il y a quelque chose qui peut pousser les gens à se reconstruire, à s'unir, à discuter, à proposer des idées
pour apporter. On ne peut pas repartir dans les jargons radicaux pour essayer de se dire non, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela, non. Nous sommes conscients des problèmes qu'il y a en Afrique. Nous sommes conscients que l'Afrique va très mal. Et nous sommes aussi conscients, très conscients de dire que la France veut peut-être réaborder sa relation avec l'Afrique, mais ne sait pas aussi comment s'y prendre. Et je suis d'accord avec mon frère Gildas. Nous sommes donc ceux-là, cette diaspora, qui devrait servir de pont. Malheureusement, il faut aussi le dire, cette même diaspora, lorsqu'elle se retrouve en Afrique, est parfois considérée aussi comme des traîtres. Donc, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe qu'il faut, à travers des canaux pareils, merci Roger encore une fois de plus, sensibiliser. C'est ça que nous devrons faire. Sensibiliser. Cette diaspora devrait sensibiliser. Cette diaspora devrait investir. Comment? Pas toujours se compter sur le FMI et autres. Parce que le même FMI essaie de proposer des financements aux pays africains, mais met encore en dette ces pays africains qui va se développer comment? Pour le mieux les enfermer. Ouais. C'est tellement compliqué que parfois nous pouvons nous dire que les présidents africains ont des mains liées. Mais moi, je suis de ceux qui croient et qui pensent qu'un président africain peut finir son mandat et vivre dans son pays calmement. Pourquoi finir ton mandat après 10 années de mandat, tu deviens ennemi de ton peuple? Tout ça parce que tu as des mains liées. Tout ça parce qu'il faut concocter une constitution, tout ça parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. L'Afrique n'a plus besoin de faiseurs de miracles. L'Afrique a besoin des actions pour pousser les Africains à ne plus se complexer de l'Occident, pour pousser les jeunes Africains à croire en eux, en l'avenir de l'Afrique, à ne plus prendre des risques. Regardez notamment la guerre à l'est de la RDC. Qui en parle? On n'en parle pas parce qu'on s'en fout. Moi, j'en. Donc, c'est à nous d'en parler. C'est à nous de parler de notre histoire, de rappeler à cette jeunesse que l'Afrique a des modèles, l'Afrique a des héros, l'Afrique a du potentiel, l'Afrique a de la richesse. Et ça, c'est important pour que cette diaspora se réunisse et s'organise avec des amis occidentaux qui aiment l'Afrique, à aller vers l'Afrique pour apporter réellement... Merci beaucoup, Marcelin. Peut-être la parole à Claire. Claire, 2 minutes, Claire. Oui, mais je sais que toi, dès qu'il s'agit de moi, tu vois, ce que je voulais dire, c'est que Marcelin, tu as raison, on doit faire les choses, mais je te dis, il y a une réalité politique qui empêche l'Afrique de s'émanciper. L'Afrique francophone s'entend. Donc, alors, il faut aller au-delà de cette réalité politique. Nous qui sommes ici, devons donc investir les lieux de décision, les lieux de l'Assemblée nationale. C'est là où se discutent les lois que nous devons défaire. Quand nous aurons défait ces lois-là, nous pourrons sortir parce que le CFA, c'est une décision politique. Dès qu'on sort du CFA, l'Afrique est libre. Je résume. Quand Sarkozy est allé s'embrouiller avec Poutine, Poutine lui a dit un truc tout simple. Il dit, tu sais quoi, moi, toi, pour t'emmerder, j'ai pas besoin de beaucoup de choses. J'aide les Africains et la France est morte. Et Sarkozy l'a reçu 5 sur 5. Parce que le CFA est le nœud gordien. Alors, un pays qui n'est pas souverain, dans son économie, sur son sol, dans son éducation. C'est un pays qui ne peut pas avancer. Nous sommes là, et je suis d'accord avec vous, et il faut qu'on fasse les choses ensemble. Moi, je suis ouverte. Changement citoyen vous invite. Faisons les choses ensemble. Travaillons ensemble. Allons aux élections. Prenons des places où on peut décider du sort de nos citoyens. Merci beaucoup. Claire, merci beaucoup, Claire. Je voudrais juste dire une chose, parce que j'ai écouté. Ce franc CFA n'est même pas changeable en France. Donc, tu ne peux pas venir en France avec le franc CFA. On ne le change dans aucune banque. C'est quand même bizarre. Alors, je voudrais juste dire une chose, si vous me permettez, pour aller dans le prolongement de ce qu'a dit mon ami Gildas. La France, en 50 ans, elle a pris des couleurs. Elle est passée d'une société monoculturelle
chrétienne, fortement rurale, à une société multiculturelle, multiconfessionnelle et fortement urbaine. Cette France réelle d'aujourd'hui, c'est une chance pour la France et pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que la société civile que nous représentons, elle a cette capacité, comme le disait Claire, à prendre son destin en main, à peser sur les décisions et faire que quelqu'un comme Gildas, qui a été candidat à la présidentielle, et d'autres, puissent demain se donner ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'influence pour sauver ce qui peut être sauvé de notre pays, car la réalité, si on ne le fait pas par éthique, quand on voit ce que aujourd'hui font les États-Unis, la Russie et la Chine, qui veulent nous supplanter, si on ne le fait pas par éthique, qu'ils le fassent, cette petite élite-là, qu'elle le fasse par calcul et qu'elle soit réaliste et pragmatique, parce que sinon, le déclin, ce qui va nous arriver, on l'a pas, les bouleversements qui vont être à l'œuvre et qui vont faire que la France va se décliner, ça va être encore pire. Je te laisse la parole, mon ami Roger. Oui, alors, si Gildas est d'accord, on ne va pas lui redonner la parole, puisqu'il a pris ses 6 minutes tout à l'heure. Il est 21h06, on a dépassé un petit peu, mais avant de vous quitter tous, je voulais sincèrement vous remercier de nous avoir fait confiance, d'avoir voulu monter sur l'incubateur. Je vous en remercie fortement. Et j'espère qu'on aura contribué, voilà, à gagner, j'allais dire, des points dans l'opinion publique, c'est-à-dire à aider les gens à prendre conscience des réalités. Et si on a fait ça, on a gagné la partie. En tout cas, merci Claire. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. En tout cas, j'espère qu'on restera en contact, Claire, avec tout l'ensemble des amis qui sont là. Voilà. Je ne vous dis rien, mais je vous recontacterai. On a été écoutés. Merci. On va avoir des retours. Laissez-nous avoir les retours, échanger avec tous. Et on reviendra vous voir avec grand plaisir si vous voulez bien revenir avec nous. En tout cas, bonne soirée. Bonne soirée. À très vite. Bonsoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. La France. Claire, à Merci. bientôt. Merci. Voilà.